Bonjour à tous et tout d'abord nous tenons à remercier les organisateurs du cycle de conférences Écho d'Archéo de nous donner l'occasion de présenter nos travaux. Alors cette conférence fait le point sur des recherches qui ont commencé il y a plus de 2 ans maintenant sur le groupe des Gergoviotes, donc ces étudiants, résistants, archéologues qui ont fouillé à Gergovie durant la Seconde Guerre mondiale. Et l'objectif de départ, eh bien, c'était d'engager des recherches sur ce groupe, justement, un sujet méconnu de l'histoire contemporaine du site de Gergovie, et notamment sur leur rapport à la connaissance archéologique du site. L'autre objectif, c'était de réaliser une exposition temporaire au musée de Gergovie, dont l'ouverture au public devait coïncider avec les commémorations des 80 ans de la rafle allemande contre l'université strasbourgeoise à Clermont en novembre 1943. Après quelques mois de travail, eh bien, nous avons constaté plusieurs choses. D'une part, les rares publications existantes étaient basées sur quelques témoignages seulement, et une vingtaine de photographies, toujours les mêmes, qui documentaient essentiellement la construction de la maison et les premiers temps de l'occupation de cette maison et du site. Et puis, il nous est apparu très rapidement aussi qu'il était vraiment nécessaire de mener une enquête au long cours pour reconstituer l'histoire, tenter de retrouver les protagonistes, le plus grand nombre de protagonistes, leur parcours pendant et après la guerre, et également retrouver des descendants, des archives, des photos. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la communication sur l'exposition nous a permis de recueillir de nouveaux témoignages de descendants qui se sont manifestés à l'annonce de cette expo. Des centaines de documents, des photos, des textes, des témoignages nous ont été mis à disposition à cette occasion. Et puis, la conduite du chantier de fouilles actuel sur le secteur du quartier des Artisans, qui est dirigé par Yann Deberge de l'INRAP et la MSH, nous permet aussi de faire le lien avec les fouilles réalisées durant la Seconde Guerre mondiale. En préambule à cette histoire, eh bien, il faut nous intéresser au contexte historique et géostratégique de l'époque, avec notamment la construction de la ligne Maginot, donc cette ligne de fortification qui s'est déployée le long de la frontière est de la France, et particulièrement à la frontière avec l'Allemagne. Cette ligne se trouvait en retrait de quelques kilomètres de la frontière véritable, constituée par le cours du Rhin, et il existait une zone rouge non protégée en Alsace et en Moselle, dont Strasbourg faisait partie, donc Strasbourg, ville de près de 200 000 habitants à l'époque. Et au milieu des années 1930, l'état-major va imaginer un plan secret d'évacuation de cette zone en constatant la remilitarisation de l'Allemagne qui était en cours, et notamment la remilitarisation de la Rhénanie qui se trouvait de l'autre côté du Rhin. L'objectif étant de protéger les civils et de laisser le champ libre aux manœuvres militaires. Dès la mobilisation générale du 1er septembre 1939, ce plan est activé. Le 3 septembre, avec la déclaration de guerre officielle, près de 374 000 habitants d'Alsace et de Moselle, dont les Strasbourgeois, vont être évacués en 48 heures avec 30 kilos de bagages et 4 jours de vivres. Les services administratifs de la municipalité et de la préfecture vont être repliés sur Périgueux, et l'université de Strasbourg, elle, va être repliée sur Clermont-Ferrand, qui est une ville moyenne de 100 000 habitants, et donc 1200 étudiants et 175 professeurs et administratifs vont être repliés sur la ville. La première rentrée universitaire de Strasbourg à Clermont-Ferrand va avoir lieu en novembre 1939, avec seulement la moitié des étudiants de l'effectif 1938. En effet, à Clermont, ne sont présents que les étudiants qui n'ont pas été mobilisés à la déclaration de guerre, c'est-à-dire les garçons âgés de moins de 20 ans et les filles. Les 7 facultés strasbourgeoises, en fait, les écoles, les instituts, vont être repliés à Clermont avec la bibliothèque, des cités universitaires qui vont être installées donc dans différents locaux de la ville, mais également à Chamalières et à Royat. À la fin de cette année universitaire, donc en juin 1940, la situation nationale a évidemment beaucoup évolué, la France étant très lourdement défaite suite à l'offensive allemande du 10 mai. Le 16 juin, le maréchal Pétain va être nommé à la tête du gouvernement. Le 17 juin, il va lancer son appel à cesser le combat. Et le 22 juin, l'armistice va être signé par le général Hunziger donc pour officialiser donc, la fin des combats. Au début du mois de juillet, le gouvernement va s'installer à Vichy. Le 10 juillet, les pleins pouvoirs vont être accordés à Pétain.
Et parallèlement, eh bien, les Allemands vont annexer l'Alsace et la Moselle au territoire du Reich. Et pour les étudiants strasbourgeois, ce sort qui est réservé à l'Alsace et à la Moselle va se traduire d'une part par des communications qui sont entièrement coupées avec les familles, déjà d'ailleurs depuis le 10 mai, et puis une pression qui est exercée par les autorités allemandes qui appellent très fortement au retour des populations évacuées, pour ne pas dire qu'ils l'exigent. Du coup, la tentation de rentrer est extrêmement forte pour beaucoup de ces jeunes. Mais face à la confusion, les professeurs strasbourgeois conseillent aux étudiants qui les interrogent d'attendre la fin de l'été pour se décider. Et parmi eux, eh bien, 2 professeurs vont avoir l'idée d'organiser et de proposer aux étudiants un chantier de fouilles à Gergovie. Ces professeurs, eh bien, ce sont Gaston Zeller, qui est professeur d'histoire, qui a enseigné à Clermont-Ferrand quelques années auparavant, qui connaît très bien les fouilles archéologiques du plateau de Gergovie, et Jean Lassus, qui est professeur d'archéologie byzantine. Des affiches vont être placardées dans les couloirs de l'université pour proposer aux étudiants de venir fouiller à Gergovie pendant l'été. La sélection de ces étudiants va être opérée par une secrétaire de l'université de lettres, Stéphanie Cuder. Et au total, une vingtaine d'étudiants vont se porter volontaires dès ce premier été. Pour loger le groupe sur le plateau, qui se trouve à 2 heures de marche au sud de Clermont-Ferrand, les 2 professeurs, qui sont des officiers qui viennent juste d'être démobilisés, vont faire appel au général Delattre, qui lui, à ce moment-là, est commandant de l'armée d'armistice à Clermont-Ferrand et qui est cantonné au château d'Homme, à quelques kilomètres à l'ouest du plateau de Gergovie. Donc les 2 professeurs vont le solliciter pour installer un campement provisoire pour accueillir les étudiants pendant les fouilles. Mais le général Delattre va leur proposer de les aider à construire une maison, donc un hébergement en dur et plus confortable pour héberger ces étudiants. Et c'est ce chantier qui va occuper le groupe au cours de ce premier été passé sur le plateau. Ce groupe de base, il est constitué d'une vingtaine d'étudiants, je l'ai dit, principalement des garçons, mais aussi quelques filles, et Stéphanie Cuder qui, après la sélection, finalement, bien, est très présente à Gergovie pendant les premières semaines. Pour la plupart, ces étudiants sont alsaciens et mosellans, bien sûr, mais le groupe compte aussi un japonais, une normande et un réunionnais. Donc en fait, des étudiants qui étaient inscrits à l'université de Strasbourg et avaient suivi leur université à Clermont-Ferrand au début de la guerre. Le premier été est donc consacré exclusivement à ce chantier de construction de la maison. Les garçons vont travailler sur le chantier et les filles, elles, vont s'occuper plutôt de l'intendance et des repas. La maison est constituée par l'assemblage de 2 baraquements militaires en préfabriqué qui forment un L, donc un plan qui en fait est adapté à la fonction d'accueil d'un chantier archéologique. Et la première tâche qui va être confiée aux garçons, encadrés par les soldats de Lattre, c'est de construire le soubassement en pierre qui va ensuite permettre d'édifier la maison en tant que telle. Alors les témoignages que nous avons recueillis sur cette période-là, et notamment témoignages des étudiants, évoquent la dureté du général Delattre pendant le chantier. À ce moment-là, en effet, le général est vraiment dans la ligne de l'idéologie pétainiste qui vise à redresser moralement la société, qui va conduire ensuite à la création d'ailleurs des chantiers de jeunesse. Et donc il est vraiment dans l'idée de mettre au travail finalement ces jeunes intellectuels. Le général est donc présent tous les jours sur le chantier, il impose une discipline de fer, il va même jusqu'à faire détruire un mur qu'il ne trouve pas assez droit, il va le faire détruire à la poudre par ses soldats pendant la nuit. Ce qui va ensuite eh bien, inciter Gaston Zeller, qui est un tempérament un peu sanguin, à partir, à quitter complètement le projet. On ne le reverra plus sur Gergovie à partir de là. Et Jean Lassus, lui, de son côté, qui est certainement un peu plus souple et qui s'accommode un peu mieux du caractère de Lattre, va devenir finalement le seul responsable du projet. Pendant ces travaux, les étudiants sont hébergés dans le village d'Homme, donc à côté du château, et les filles, quant à elles, sont hébergées dans des roulottes qui sont mises à disposition à nouveau par le général Delattre à partir du 20 août. 2 gardiens, 2 garçons seront également hébergés dans des roulottes pour protéger les filles qui dorment sur place. La maison va être achevée assez rapidement, en quelques semaines, donc c'est un bâtiment préfabriqué, encore une fois, et dès septembre, elle est aménagée et meublée. Mais à ce moment-là, bien évidemment, il n'est plus question de faire des fouilles, la rentrée universitaire approche à grands pas,
Mais les étudiants, en fait, qui ont participé à la construction de la maison, finalement, vont se l'approprier. Ils vont décider de se réunir à Gergovie dès les premiers week-ends d'automne. Ils vont s'y retrouver au cours de regroupements amicaux et fraternels réguliers, qui leur permettent aussi de supporter la dureté de la situation, l'éloignement de leur famille. Et par tout temps, tous les week-ends, on monte à Gergovie à pied le samedi pour passer la soirée sur place, dormir dans la maison et se réveiller le lendemain sur le plateau. Et au cours de ces réunions, finalement, les professeurs ne sont pas invités, ou en tout cas ne sont admis que sur l'invitation expresse des étudiants. Alors une fois la maison de fouille construite, il reste désormais à fouiller. Fouiller en temps de guerre, mais aussi fouiller dans un contexte scientifique particulier au plan national. La période est en effet marquée par la volonté de l'État de développer l'archéologie métropolitaine et d'organiser un véritable service archéologique placé sous la responsabilité du CNRS. Une personnalité joue alors un rôle clé dans cette organisation de l'archéologie nationale, c'est Albert Grenier. Et comme nous allons le voir, ce scientifique va apporter son aide aux Gergoviotes durant toute la guerre. Entre 1919 et 1935, Albert Grenier a été titulaire de la chaire d'Antiquité gallo-romaine et rhénane à l'Université de Strasbourg et il entre au Collège de France en 1936. À l'automne 1940, Grenier vient visiter le plateau de Gergovie et, très soucieux du sort de ses anciens collègues strasbourgeois, il accepte alors la présidence du comité des fouilles de Gergovie, qui est une structure administrative qui est destinée à accompagner les opérations de terrain. Le projet de fouille archéologique de Gergovie bénéficie donc, dès son origine, d'un soutien scientifique de poids qui va aider les professeurs strasbourgeois dans la gestion administrative des chantiers, leur conduite scientifique et dans la diffusion des résultats. Alors, après un premier été qui a été intégralement consacré à la construction de la maison sur le plateau, les fouilles commencent réellement un an plus tard, au cours de l'été 1941, sous la direction de Jean Lassus, que l'on voit ici en haut à gauche vêtu de blanc et en bas tout à droite de profil. Pensionnaire de l'Institut français de Damas entre 1930 et 1938, Lassus a été pendant 6 ans directeur adjoint des fouilles d'Antioche et il bénéficie donc d'une solide expérience de terrain. En 1940, il est professeur suppléant d'archéologie et d'histoire au sein de l'Université de Strasbourg et c'est à ce titre qu'il conduit les premières fouilles du comité des fouilles de Gergovie. Et dès le départ, Jean Lassus ambitionne de faire de Gergovie un des tout premiers chantiers écoles en France métropolitaine et un exemple pour la recherche archéologique française. À partir de 1941, il est secondé par un professeur agrégé au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, Jean-Jacques Hatt, qui participe à l'étude du mobilier exhumé lors des fouilles du rempart de Gergovie. Âgé d'à peine 30 ans, ce jeune professeur s'est formé relativement tôt à l'archéologie de terrain, et notamment à la fouille stratigraphique, d'abord auprès de Robert Forer, qui est un archéologue suisse qui œuvre en Alsace, puis auprès de Claude Schaeffer, qui est conservateur adjoint du musée archéologique de Strasbourg. En septembre 1941, Jean-Jacques Hatt va être chargé d'un cours en archéologie nationale à l'université de Strasbourg repliée à Clermont, ce qui fait de lui l'universitaire local le plus légitime pour conduire les chantiers de fouilles de Gergovie. Et dès 1942, il est désigné comme directeur technique des fouilles par la 15e commission du CNRS, même si Jean Lassus conserve la responsabilité des opérations et des étudiants. Alors, grâce au soutien d'Albert Grenier, les campagnes de fouilles de Gergovie sont principalement menées sur des subsides de l'État. Les financements sont d'abord assez modestes, avec 10 000 francs octroyés la première année, et passent à 100 000 francs par an dès 1942. Les fouilleurs sont dédommagés par le service des monuments historiques à hauteur de 12 francs par jour et par personne. Et pour son fonctionnement, le chantier de fouilles bénéficie aussi de subventions qui sont octroyées par le professeur André Danjon, qui est vice-recteur de l'Université de Strasbourg, et par Gabriel Mauguin, qui est doyen de la Faculté des Lettres. Alors, l'ensemble de ces financements permet aux directeurs de chantier de bénéficier d'équipements spécifiques pour mener à bien les fouilles. En 1942, des rails et wagonnets de la société de Coville
que l'on voit à gauche sur la photo, sont par exemple mises en place pour évacuer plus facilement et plus rapidement les déblais de fouilles. Le budget des opérations permet également de documenter les excavations en recrutant un photographe dans les couloirs de la faculté des lettres. Dès 1941, cette mission est confiée à un étudiant en chimie, Eiichi Saito, qui est né au Japon. Et ce tout jeune et brillant étudiant réalise pendant 4 ans des centaines de clichés de fouilles et développe les négatifs dans un laboratoire photographique qui est spécialement aménagé sur place dans les salles de travail de la maison des étudiants et qui est représenté en rouge sur le plan. Et puis comme on peut le voir aussi sur ce plan, la maison dispose également d'un espace muséographique où est exposé le mobilier mis au jour par les Gergoviotes dès 1941. Mis à part les 2 directeurs de chantier et ce jeune photographe, l'essentiel de l'équipe de fouilles recrutée par Jean Lassus est constitué, les premières années, par les étudiants de l'Université de Strasbourg. Quelques-uns suivent un cursus en histoire, mais le groupe de fouilleurs comporte également des étudiants en droit, en lettres, en langue et même en médecine. Et aucun d'entre eux n'a jusqu'alors pris part à des excavations archéologiques. L'équipe s'appuie aussi sur quelques lycéens, tels que Bernard-Philippe Grolier, que l'on voit sur la diapo en train de dessiner du mobilier dans la maison des étudiants, et qui, après la guerre, deviendra archéologue et, entre autres, conservateur des monuments d'Angkor au Cambodge. Les témoignages retrouvés jusqu'ici montrent que seuls les garçons du groupe fouillent, les filles pourvoyant à l'intendance des chantiers. Mais certaines femmes prennent aussi part aux aspects scientifiques des opérations, comme l'artiste peintre Suzanne Trocmé, que l'on voit en haut à droite de la diapo, et qui est l'épouse de Jean-Jacques Hatt, et qui réalise, elle aussi, de très nombreux dessins de mobilier, dont vous pouvez voir un exemple en bas de la diapo. En termes d'effectifs, l'équipe de fouilles est composée d'une vingtaine d'étudiants en 1941. Dès 1942, elle ne compte plus qu'une douzaine de fouilleurs, en majorité des étudiants de Strasbourg. À ceci s'ajoutent quelques permissionnaires de la 13e division militaire du Puy-de-Dôme, et puis aussi quelques ouvriers retraités qui sont recrutés dans le village de Gergovie. Mais à partir de 1943, la plupart des étudiants alsaciens impliqués dans la résistance sont surveillés par la police de sûreté allemande et ils ne peuvent plus prendre part aux fouilles. La maison sur le plateau est d'ailleurs visitée à plusieurs reprises par les polices françaises et allemandes à partir de l'été 1942, ce qui pousse parfois les étudiants à se cacher dans les excavations archéologiques pour ne pas être arrêtés. Les travaux conduits par l'Université de Strasbourg ont principalement concerné 2 secteurs du plateau de Gergovie, la partie sud-est de la fortification de l'Oppidum, fouillée entre 1941 et 1942, et le rebord sud du plateau, près de la maison des étudiants, qui est étudié entre 1942 et 1944. À Gergovie, les Strasbourgeois souhaitent avant tout compléter les données acquises une dizaine d'années plus tôt sur les mêmes secteurs par un collectif de chercheurs franco-britanniques, le comité Pro-Gergovia, avec des objectifs assez similaires, à savoir assurer une meilleure connaissance de l'occupation ancienne, et notamment gauloise, de Gergovie. Au sud-est de l'Oppidum, les observations, d'emprise assez limitée, consistent à dégager les parements des maçonneries de la muraille gauloise à éperon. Les Gergoviotes fouillent aussi, couche par couche et sur une surface d'environ 90 mètres carrés, des sédiments qui sont liés à l'abandon et à l'utilisation de l'ouvrage défensif. L'abondance de restes métallurgiques qui sont mis au jour dans les excavations conduit alors Jean-Jacques Hatt à envisager que cet habitat avait une fonction artisanale et le secteur prend dès lors le nom de quartier des artisans, une dénomination que nous utilisons encore aujourd'hui. À l'issue des 2 premières campagnes de fouilles de 1941 et 1942, Albert Grenier impose une publication rapide des résultats scientifiques aux 2 directeurs de chantier. Paru en 1943, le tout premier numéro de la revue Galia, dont Grenier est le fondateur, comporte ainsi pas moins de 3 contributions sur Gergovie et apporte une belle visibilité aux travaux des Gergoviotes auprès de la communauté archéologique nationale.
Alors réunis sur un site qui finalement évoquait la résistance gauloise à l'invasion romaine, les étudiants gergoviotes sont aussi soudés par leur attachement à la France libre, en opposition à l'Allemagne nazie qui a annexé leur région d'origine. Leur patriotisme semble être le ciment moral et intellectuel du groupe. Mais c'est un patriotisme de tolérance et d'inclusion. On retrouve en fait dans le groupe toutes les sensibilités politiques, toutes les confessions religieuses, voilà, toutes sont représentées. À côté de la maison, un mât permet de dresser le drapeau français tous les matins, et les étudiants vont se réunir autour de ce drapeau pour chanter « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » qui va devenir leur chant de ralliement. Les gergoviotes reçoivent aussi des visites, et notamment la visite régulière du professeur de philosophie Jean Cavaillès à partir de la fin 1940. Celui-ci, qui est un ami de Jean Lassus, avec lequel il a fait une partie de ses études, s'est installé dans le village de Gergovie avec sa sœur Gabrielle. C'est l'un des tout premiers enseignants à décider d'organiser une résistance des milieux universitaires, et son influence va être extrêmement grande sur l'engagement des gergoviotes. Il va être l'un des créateurs du mouvement Libération Sud, avec Emmanuel Dastier de la Vigerie et Lucie Bernard, qui va devenir Lucie Aubrac. Et avec ce mouvement est créée l'édition d'un journal, Libération, qu'il va falloir ensuite diffuser. Et dès le début de l'année 1941, Cavaillès va faire appel aux gergoviotes pour distribuer ces journaux. En parallèle, au sein du groupe des étudiants strasbourgeois va se développer un esprit de rébellion. Ils sont très remontés contre Pétain, qui a, selon eux, abandonné l'Alsace-Moselle à son sort. Et spontanément, ils vont organiser des collages de tracts, des décrochages de portraits de Pétain. Ils vont inscrire des graffitis pro-de Gaulle sur les murs de l'université ou dans la ville. Mais Cavaillès, lui, de son côté, est nommé à la Sorbonne à partir de mai 1941. Et suite à ce départ, eh bien, il va s'en suivre un moment de flottement dans le mouvement des étudiants. En septembre 1941, néanmoins, le général Hunziger, donc le signataire de l'armistice, va être invité à visiter la maison par le général Delattre. Et à cette occasion, les étudiants vont entonner en chœur le chant Alsace-Lorraine, ce qui va constituer évidemment une provocation pour le signataire de cet armistice, mais qui ne sera pas suivi de sanctions trop lourdes. Et à la fin de l'année 1941, un nouveau mouvement combat va être créé par des professeurs de droit au sein de l'université strasbourgeoise à Clermont-Ferrand. Au début de l'année 1942, au sein de ce mouvement combat est créée une section combat étudiant, dont la direction est confiée à Jean-Paul Cauchy, donc un gergoviote qui est étudiant en histoire, âgé de tout juste 21 ans, et qui va en parallèle s'engager dans le réseau de renseignement Mithridate. Il entraîne avec lui dans ce mouvement 12 de ses camarades gergoviotes. À Clermont, le premier attentat à la bombe est perpétré par Teddy Pia le 30 avril contre le magasin d'un commerçant collaborationniste, Teddy Pia étant le gergoviote originaire de La Réunion. De leur côté, Julien Freund et André Lévy, deux autres gergoviotes, vont poser une bombe également contre le domicile du docteur Grasset, secrétaire d'État à la santé de Pétain, ce domicile qui est situé à Roya. Mais ces bombes, qui commencent à être utilisées au cours de cette année 1942, sont peu fiables. Elles sont fabriquées par des étudiants et des professeurs de chimie, sont peu fiables, peu puissantes, et surtout elles sont extrêmement dangereuses pour les porteurs. Ces mêmes Julien Freund et André Lévy participent aussi à des transports d'armes par le train, donc là aussi transports qui sont extrêmement dangereux, transports d'armes dans des valises entre Lyon et Clermont-Ferrand. Ils vont préparer également un attentat qui va échouer contre Pierre Laval à Clermont-Ferrand. Et du fait de cette implication dans un certain nombre d'actions, Julien Freund et André Lévy sont repérés très rapidement par la police française et vont être arrêtés finalement entre la fin du mois d'août et le mois de septembre à Gergovie. De son côté, Stéphanie Kuder utilise sa position au sein de l'administration pour mettre en place un réseau de fabrication de faux papiers. Elle va rejoindre également le réseau Mithridate. À partir du 11 novembre, la situation va quelque peu changer puisque, à ce moment-là, a lieu l'invasion de la zone sud par les Allemands. Il n'y a donc désormais plus de zone non occupée et la police allemande va voir son pouvoir étendu à la zone sud, ce qui signifie que les traques vont s'intensifier également contre les Strasbourgeois qui sont considérés par les autorités allemandes comme des déserteurs. Certains, à partir de ce moment-là, comme Georges Wagner, vont quitter l'Auvergne pour continuer ailleurs le combat. L'année suivante, 1943, va être marquée par le renforcement de la répression policière allemande.
La SIPO-SD, donc qui est la police de sûreté, va rechercher activement les Strasbourgeois et notamment les résistants, bien sûr. Et en avril 1943, la maison du plateau, la maison des étudiants, qui est ciblée évidemment, va être fermée. Les étudiants ne s'y réuniront plus. Elle continuera néanmoins à servir de base pour les fouilles des années suivantes. Mais en tout cas, les étudiants ne se regrouperont plus désormais à Gergovie. Le 25 juin de cette même année a lieu une première rafle qui cible les étudiants strasbourgeois dans la résidence La Gallia, une résidence universitaire qui est exclusivement réservée aux étudiants alsaciens. Cette rafle elle a lieu en représailles à l'assassinat de 2 agents de la Gestapo. Et au cours de cette opération, 7 gergoviotes vont être arrêtés et ensuite déportés. Le 25 novembre, cette fois, c'est toute l'université qui est concernée par une rafle immense qui va mobiliser 200 soldats de la Luftwaffe qui sont cantonnés à l'aéroport d'Olna et également tous les agents de la Gestapo clermontoise, ce qui va entraîner l'arrestation de 1200 personnes. Au cours de cette rafle, un professeur, le professeur Paul Colomb, va être abattu, ainsi qu'un lycéen qui sera abattu dans la rue. D'autres étudiants vont être blessés également, blessés par balle. Les Allemands, pour cette rafle et pour ces arrestations, vont être aidés par un personnage peu recommandable qui s'appelle Georges Mathieu. Georges Mathieu, c'est un étudiant en histoire qui se trouve être l'adjoint de Jean-Paul Cauchy dans le mouvement combat étudiant. Vraisemblablement, c'est un agent infiltré de la Gestapo dans le mouvement de résistance. Et c'est lui qui va désigner les personnes à arrêter prioritairement lors de la rafle. Donc sur les 1200 personnes qui sont arrêtées, 110 sont incarcérées, dont 4 gergoviotes. Et parmi elles figure Stéphanie Kuder, qui ensuite va être déportée en Allemagne à partir de janvier 1944. Donc elle va raconter dans un témoignage assez poignant son expérience dans les camps nazis. Elle sera envoyée au camp du Limmer à Hanovre, qui est une usine de fabrication de masques à gaz, où elle va contracter une maladie pulmonaire qui, si elle parvient à rentrer d'Allemagne, va l'affecter jusqu'à sa mort en 1986. Ce qui est notable aussi, c'est qu'à Hanovre, donc là où se trouvait ce camp, à l'emplacement même du lieu de détention, une rue porte son nom dans un quartier résidentiel qui a été construit après la guerre. Après la grande rafle de l'université en novembre 1943, les vagues d'arrestations d'universitaires strasbourgeois se poursuivent en 1944. Le 5 juin, alors qu'il s'apprêtait à gagner le maquis, le professeur Jean Lassus est arrêté par la Gestapo à son domicile de Chamalières et il est déporté 1 mois plus tard à Dachau par le train de la mort. Jean-Jacques Hatt est alors nommé directeur des fouilles et il continue seul les recherches tout en tentant de poursuivre les objectifs de Lassus et de créer une école pratique de fouilles archéologiques à l'échelle nationale. Il entame sur le quartier des artisans sa plus longue campagne de fouilles, 2 mois et demi pendant lesquels, faute d'étudiants, la main-d'œuvre repose désormais sur l'emploi de quelques ouvriers terrassiers non soumis au service du travail obligatoire. L'équipe compte aussi de tout jeunes élèves de Jean-Jacques Hatt au lycée Blaise Pascal, que l'on voit en bas à gauche sur la diapo. Cet été-là, la maison des étudiants strasbourgeois sert une dernière fois de base de fouilles. Son état est ensuite jugé défavorable, le bâtiment est laissé à l'abandon, ses abords ne sont plus entretenus, ce qui va accélérer sa dégradation, et le bâtiment est démantelé 2 ou 3 ans plus tard. Au moment où Jean-Jacques Hatt termine sa campagne de l'été 1944, la perspective d'un retour en Alsace se dessine, notamment après la libération de Strasbourg le 23 novembre 1944. Le 30 juin 1945 s'achève ainsi la dernière année universitaire de Strasbourg à Clermont. Jean-Jacques Hatt suit son université dans l'Est et il faut désormais trouver un successeur pour poursuivre les fouilles de Gergovie et le programme planifié pour l'été 1945. D'autant qu'Albert Grenier ambitionne de faire de Gergovie le terrain de fouilles d'application de l'école antique de Nîmes. Mais avec le départ des Strasbourgeois, il n'y a plus d'enseignement d'archéologie à la faculté de Clermont-Ferrand et le choix se porte alors sur le corrézien Michel Labrousse, qui vient tout juste d'être libéré d'un camp d'officiers prisonniers de guerre en Allemagne. Membre de l'école française de Rome juste avant la guerre, Labrousse s'est brièvement formé au terrain en Afrique du Nord. Il conduit à Gergovie sa première campagne de fouilles au moment où s'achève la Seconde Guerre mondiale et il s'investira sur le site jusqu'en 1949.
Les fouilles strasbourgeoises ouvrent donc pour Gergovie bien d'autres perspectives que celles d'un chantier conçu comme un prétexte, un alibi ou une couverture pour retenir des étudiants alsaciens en zone non occupée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le site devient l'un des tout premiers chantiers universitaires français. Il s'inscrit désormais dans les problématiques scientifiques nationales et il se maintient pendant presque une décennie à la faveur de la politique de financement de l'État. Ajoutons enfin le rôle essentiel joué par les gergoviotes dans le processus de protection du plateau de Gergovie, que l'État inscrit au titre des sites le 20 décembre 1945. Comme l'explique Jean Lassus en 1973, « J'arrivais même à faire acheter le plateau par les Beaux-Arts, non sans mal, à cause de nous, Gergovie appartient à l'État. » Après la guerre, les gergoviotes vont se retrouver une nouvelle fois à Gergovie, le 15 août 1951. Il s'agit à ce moment-là de rendre hommage en fait, à ceux des gergoviotes qui ont disparu pendant la guerre. Une cérémonie du souvenir qui va se dérouler en présence du général Delattre, de son épouse, de Jean Lassus et de Stéphanie Kuder va avoir lieu sur le plateau. Et à côté de la maison qui est détruite, à l'emplacement même où se trouvait le mât supportant autrefois le drapeau, une stèle sera érigée portant 9 noms de gergoviotes disparus pendant cette période, dont 7 gergoviotes morts au combat, fusillés ou morts en déportation. Et à la suite de cette cérémonie, tous les 8 mai, à l'occasion des cérémonies de l'armistice, les cérémonies de la Roche Blanche commencent toujours à la stèle des gergoviotes sur le plateau de Gergovie. Les survivants vont continuer à se retrouver régulièrement sur le plateau jusque dans les années 1990, toujours se retrouvant pour chanter ce fameux chant de ralliement Alsace-Lorraine autour de la stèle. Et puis les liens d'amitié qui se sont noués à Gergovie vont perdurer dans les relations qui sont entretenues encore aujourd'hui entre un certain nombre de leurs descendants, qui d'ailleurs ont largement contribué au renouvellement de nos connaissances sur les gergoviotes, et à la publication de l'ouvrage que nous avons coécrit avec Marion et avec la contribution de Yann Deberge, ouvrage qui paraît ce 26 septembre aux presses universitaires Blaise Pascal. Nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence. Les étudiants gergoviotes avaient-ils conscience de la portée scientifique de leurs travaux de fouilles ? Alors c'est difficile à dire en fait, effectivement il y a cet appel à venir fouiller la citadelle de Vercingétorix qui est finalement un mot d'ordre pour essayer de motiver justement ces étudiants à venir fouiller à Gergovie. Après il n'y a pas d'ailleurs d'étudiants en archéologie parmi les gergoviotes. Ils sont tous issus de cursus très variés, droit, philosophie, lettres, histoire. Chimie, pharmacie, médecine. Donc finalement, leur intérêt pour le site de Gergovie est, je dirais, presque secondaire. Et on voit très bien que finalement, dans ce qui fait le ciment de ce groupe, c'est vraiment l'idée de se retrouver tous ensemble sur le site en tant qu'exilés. S'ils ont participé aux fouilles archéologiques, et s'ils ont trouvé de l'intérêt, certainement, au moment où elles se faisaient, ça n'était pas forcément la motivation principale de leur présence à Gergovie, dans la maison des étudiants. Jean Cavaillès a-t-il lui-même participé aux fouilles avec les étudiants ? Alors, on n'a aucun témoignage, évidemment, de la participation de Jean Cavaillès aux fouilles de l'année 1940. Encore une fois, sa présence à Gergovie est très courte. Il est là à partir de la fin de l'année 1940. Dès le printemps 1941, il est nommé à la Sorbonne. Donc finalement, lorsqu'il vient à Gergovie, ça n'est pas au moment où se déroulent les fouilles archéologiques. Et puis, c'est un professeur de philosophie. Peut-être que par curiosité intellectuelle, il aurait aimé participer à ces fouilles, mais il est absolument impossible de le dire. En tout cas, il n'a pas participé aux fouilles de Gergovie. Parmi les gergoviotes qui ont survécu, quels sont ceux qui ont poursuivi une activité de recherche archéologique après la guerre ? Alors, parmi les gergoviotes, et bien évidemment, les 2 professeurs qui ont encadré le chantier de Gergovie pendant ces années-là vont continuer leur carrière, notamment Jean Lassus qui va continuer sa carrière d'enseignant à Strasbourg lorsque l'université va réintégrer ses locaux en 1945. Qui va ensuite continuer sa carrière jusqu'à être, entre 1955 et 1964, directeur des Antiquités en Algérie.
Jean-Jacques Hatt, lui, qui n'est pas archéologue de formation, mais qui va développer ce goût pour l'archéologie à Gergovie, va lui aussi continuer sa carrière dans cette discipline jusqu'à devenir conservateur du musée d'archéologie de Strasbourg. Et puis parmi les étudiants, eh bien, Bernard-Philippe Grolier, lui, va dans les années 1960 devenir conservateur des ruines d'Angkor, donc il va poursuivre cette carrière engagée à Gergovie. Où sont conservées les archives de fouilles des Gergoviotes et que nous apprennent-elles? Alors, on a pour l'instant seulement retrouvé les archives de fouilles de Jean-Jacques Hatt, qui sont conservées au musée Bargouin de Clermont-Ferrand et qui ont été déposées là-bas à la fin des années 1940. Donc, cette documentation se rapporte aux fouilles conduites sur le quartier des Artisans entre 1942 et 1944. La documentation la moins fournie est sans doute celle de l'année 1943, car on sait que cette année-là, la maison des étudiants a été cambriolée et qu'une partie de la documentation de terrain et du mobilier a été dérobée. Et la documentation de fouilles la plus fournie, la plus riche, est sans conteste celle de l'année 1942, donc la première année de fouilles que Jean-Jacques Hatt conduit sur le secteur. Et le musée Bargouin possède notamment un carnet de fouilles tenu quasi quotidiennement par Jean-Jacques Hatt et qui va apporter une foule de renseignements très utiles qui permettent de compléter les informations contenues dans les 2 articles de synthèse publiés par Hatt en 1943 et 1947 qui se révèlent être des articles de synthèse assez, voire trop succincts. Et ce carnet de fouilles contient notamment quelques plans, quelques croquis, mais aussi de très nombreuses photos réalisées par Eiichi Saito, et puis plus de 500 dessins de mobilier archéologique. Et ce carnet livre une foule d'informations inédites, notamment sur la méthodologie mise en place, sur les vestiges mis au jour et puis sur leur état de conservation au moment de leur découverte. Ce carnet de fouilles montre donc que Jean-Jacques Hatt était soucieux, au moins la première année de fouilles, d'établir une documentation de terrain assez complète et d'assez bonne qualité. Que pourrait-on attendre d'une fouille du secteur de la maison des étudiants? Alors, on pourrait envisager qu'une fouille du sous-bassement de la maison apporte de nouvelles informations sur les techniques de construction de ce bâtiment durant l'occupation. On pourrait essayer aussi de préciser la fonction, la vocation de certains espaces, notamment de toute la partie semi-enterrée, qui est décrite comme une cave en béton armé. Et cet espace n'est jamais décrit dans les témoignages des Gergoviotes. Et on se demande, par exemple, si cet espace était un simple vide sanitaire, un dépotoir, un lieu de stockage de denrées alimentaires, ou si, en temps de guerre, cette partie de la maison a servi de cache pour du matériel clandestin, voire d'abri pour des personnes. Et puis une nouvelle étude, ou en tout cas une étude plus approfondie du socle de la maison des étudiants, permettra aussi peut-être d'apporter des éléments sur la date précise du démantèlement complet du bâtiment, date qui reste encore inconnue. D'après les photographies aériennes en notre possession, on sait seulement à l'heure actuelle que le bâtiment était encore en place le 26 septembre 1946, mais qu'un an plus tard, en août 1947, il ne subsistait plus que les fondations de la maison. Vous fouillez actuellement le quartier des Artisans avec Yann Deberge. Que reste-t-il des fouilles réalisées pendant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, le chantier que nous conduisons depuis 2022 sur le quartier des Artisans a notamment pour objectif de fouiller les fouilles anciennes qui ont été réalisées dans cette partie du plateau, d'abord en 1861, puis dans les années 1930, ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Gergoviotes, et puis après-guerre par Michel Labrousse en 1947 et 1949. Donc, le chantier de fouilles actuel permet d'étudier notamment les différentes méthodologies mises en place par ces différents intervenants et il permet aussi de pouvoir retracer l'évolution des pratiques scientifiques sur une petite centaine d'années. Si le chantier que nous conduisons actuellement a pour objectif de documenter l'occupation ancienne de ce secteur du plateau, on fait aujourd'hui aussi de l'archéologie à Gergovie. Merci pour vos questions et merci pour votre attention.